Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. C'est une décision qui divise beaucoup le gouvernement. Va-t-il baisser le seuil de franchise de la TVA pour les micro-entreprises? Après une révolte des principaux concernés, le gouvernement a décidé de mettre en suspens cette mesure. Notre partenaire Vosges TV a tenté de comprendre la situation, vous verrez. Rendez-vous incontournable pour le monde agricole. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes à Paris pour une 61e édition à partir de ce 22 février. L'occasion pour bon nombre d'agriculteurs de montrer leurs bêtes au grand public. Nous découvrirons dans cette édition une vache férandaise et un poney qui seront présents porte de Versailles. C'est un fléau qui prend de l'ampleur en France depuis quelques semaines. De nombreux chiens sont intoxiqués par de la nourriture empoisonnée répandue dans des parcs publics. À Bordeaux, notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, a souhaité alerter et montrer les solutions trouvées pour lutter contre ces tristes agissements, vous verrez. Enfin, afin de lutter contre les problèmes économiques auxquels font face de nombreux Français, un restaurateur sartois a eu l'idée de créer un menu anti-crise pour seulement 8 €. Une belle initiative qui ravit ses clients. Ce sera raconté par notre partenaire LM TV Sarthe sur place. Je vous en parlais dans les titres. Dans son budget 2025, le gouvernement a décidé de baisser et d'instaurer un seuil unique de franchise de TVA pour le chiffre d'affaires des micro-entreprises. Pour l'instant, la mesure a été suspendue après une levée de bouclier des auto-entrepreneurs. Notre partenaire Vosges TV a essayé de comprendre les impacts de cette décision. Regardez. Céline est ingénieure de formation. Elle a choisi il y a 2 ans de quitter son emploi confortable de salarié pour créer sa petite entreprise. Céline réalise jusqu'à 300 sacoches par an, de 40 à 250 € pièce. Son activité artisanale prend de l'essor, mais pourrait être freinée par une mesure du budget 2025 sur l'abaissement du seuil de franchise de la TVA, fixé dès 25 000 € de chiffre d'affaires annuel. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le milieu des auto-entrepreneurs et a été mis rapidement en suspens par le gouvernement, de quoi soulager Céline pour l'instant. On est déjà sur des produits qui sont assez onéreux puisqu'on est sur du Made in France, fait artisanalement par une seule personne. Le fait d'acheter hors taxe ne va pas me permettre de récupérer la TVA que je vais devoir facturer à mes clients. C'est soit ça, soit je prends sur mon salaire que je n'ai déjà presque pas. Finalement, l'État dit seuls 10% des micro-entrepreneurs sont concernés. Et aujourd'hui, le revenu moyen en France d'un micro-entrepreneur en 2023 est de 590 €. Rares sont ceux qui dépassent effectivement le 25 000 € de chiffre d'affaires. Alors, y a-t-il danger pour la survie des micro-entreprises? Le sénateur vosgien Jean Ingré le pense, qui a interpellé le ministre de l'économie récemment au Sénat sur cette réforme possible de la TVA, qui pourrait en prime, selon lui, inciter au travail dissimulé. Mais des voix s'élèvent aussi pour approuver cette réforme, comme la Fédération du BTP des Vosges. Ces artisans certifiés du bâtiment sont favorables à ce régime fiscal pour les auto-entrepreneurs pour limiter la concurrence déloyale qu'ils subissent de la part de certains qui peuvent facturer des prestations sans TVA. La suspension de la mesure doit en tout cas permettre de réaliser une étude pour trouver d'ici fin février une solution législative et réglementaire. Chaque année, c'est un rendez-vous incontournable pour le monde agricole. Le Salon de l'agriculture ouvre ses portes ce 22 février. Cette 61e édition va accueillir une nouvelle fois des centaines d'agriculteurs venus de toute la France. Un moment opportun pour mettre en valeur ces bêtes. C'est le cas de la Loire, où une vache férandaise a été présentée par notre partenaire TL7. Regardez. Loire, elle est née le 17 juillet 2015. Elle est née en plein mois de juillet, il faisait très chaud. Et donc cette vache, ça s'est toujours bien passé dans sa vie. Elle a toujours fait des veaux chaque année. C'est une vache qui a énormément de caractère. Avec l'homme, elle est super gentille. Avec ses collègues, un peu moins, on va dire. C'est une vache qui donne énormément de lait aussi. Avec son allure de mannequin, Loire est aussi l'ambassadrice de sa race, la vache férandaise. C'est une race une des seules races locales de la Loire. Donc c'est la race qui fabriquait la fourme de Montbrison
pendant les guerres, entre guillemets, et après-guerre. Il fallait partir dans la productivité et du coup, cette race est toujours restée, encore aujourd'hui, on veut qu'elle reste mixte. En fait, la Ferrandaise, elle fabriquait son lait pour les familles, elle élevait son veau en même temps et en plus, c'est elle qui travaillait les champs. C'est descendu à 150 vaches dans les années 80 et aujourd'hui, on a à peu près 800 vaches dans la Loire et 80 éleveurs qui sont amoureux de cette vache et qui ont au moins une Ferrandaise dans la Loire. Loire ne sera pas seule, elle sera accompagnée de 2 copines ferrandaises. Un voyage qu'elles pourront faire grâce au soutien des départements de la Loire et du Puy-de-Dôme. En attendant le départ, Clément Gubien va continuer de la bichonner. Et puis toujours au Salon de l'Agriculture, partons maintenant à la rencontre de Jupiter Rock. Ce poney représentera la race Highland. Participer au Salon de l'Agriculture signifie beaucoup pour l'éleveuse de ce poney. Une rencontre proposée par notre partenaire Canal 32. Voici Jupiter Rock qui représentera la race Highland au Salon de l'Agriculture. Il a été soigneusement sélectionné par l'association du poney Highland. Cette race rustique venue d'Écosse a des caractéristiques bien particulières. On voit que c'est un poney qui est porteur, avec un dos court, une tête expressive. Et la particularité dans la race, on trouve cette robe souris où on trouve le corps gris et les extrémités noires. Participer au Salon de l'Agriculture représente beaucoup pour Mathilde de France, qui élève ses poneys depuis 2009. C'est la consécration de nombreuses années de travail. Pour avoir un poney comme Lilywood, on a environ 5 ans de travail. On a le choix des reproducteurs, toute cette gestation qui est vraiment longue. On est toujours impatient de voir nos poulains et après, il faut avoir le temps de les laisser grandir. Et après, il y a toute la partie dressage et éducation. Au programme du salon, présentation de la race, puis concours général agricole, parcours d'obstacles, épreuve de maniabilité au sol, puis maniabilité montée. À l'origine, ces poneys étaient utilisés dans les fermes ou pour transporter le gibier à la chasse. Adaptables, robustes et très proches de leurs propriétaires, ils multiplient les qualités selon Mathilde de France. C'est un très bon poney de famille, il peut être monté par les enfants comme par les adultes. On peut avoir une petite optique sportive en attelage par exemple ou en petit parcours d'obstacles. Et ce sont des super poneys de randonnée. C'est une race qui est très peu connue en France. Et du coup, c'est pour ça qu'on a autant à cœur d'aller la présenter au salon. En gros, on a une quinzaine de naissances par an seulement. Leur charme et leur caractère ont même séduit la reine Elisabeth II qui avait son propre troupeau au château de Balmoral. C'est justement de là que provient Jack, futur mâle reproducteur qui promet un bel avenir à l'écurie. C'est vraiment le top au niveau génétique et des chevaux qui ont été sélectionnés aussi sur leur mental. Et, le but, c'est de faire naître des poulains qui restent vraiment dans le type au niveau du standard, du modèle. Du 22 février au 2 mars, Jupiter Rock signera donc sa 3e participation au Salon de l'Agriculture. Mis en place en 2017, le bonus vélo vient d'être supprimé par le gouvernement en ce début d'année 2025. Une nouvelle qui ne ravit pas grand monde, a débuté par les associations de cyclistes et les professionnels du secteur. Regardez ce reportage proposé par notre partenaire Moselle TV. Ce magasin, spécialisé dans la vente de vélos électriques, a vu arriver une nouvelle clientèle lors de la création du bonus vélo en 2017. Une personne sur 2 nous demandait effectivement quelle aide ils ont droit pour l'achat d'un vélo assistance électrique. Malheureusement, les gens sont un peu déçus. Ouais. Aujourd'hui, le vélo assistance électrique est quand même quelque chose qui est l'avenir et qui va permettre aux gens de pouvoir se déplacer de plus en plus. Donc on n'est pas trop inquiet sur ce côté-là et on sait qu'il risque d'y avoir d'autres choses par la suite. On a certains partenaires financiers qui proposent des paiements en 48 mois sans frais. On a des promos qu'on met en place justement pour corriger un petit peu cette fin de l'aide. Mise en place en 2017, puis renforcée en 2022, cette aide financière de l'État permettait jusqu'alors d'obtenir jusqu'à 400 € pour l'achat d'un vélo électrique sous condition de ressources et 2000 € pour un vélo cargo ou pliant. La disparition du bonus vélo effective dès le 15 février est jugée regrettable par cette association de cyclistes. C'était déjà pas des aides d'une grande envergure, mais c'est des aides qui étaient là. Et les supprimer d'un seul coup, c'est quand même bien dommage. Développer le vélo, ça permet aussi d'augmenter le pouvoir d'achat des habitants. Ça c'est clair, une voiture ça coûte 5 à 6 000 € par an. On distribue des aides pour les voitures électriques. Faire des aides aussi pour le vélo, ça permet de dire aux habitants,
Le vélo est un moyen de déplacement comme un autre. Pour cette communauté de communes, malgré les économies à réaliser, hors de question à ce jour que nous abandonnions nous notre dispositif. C'est grosso modo sur les 2 dernières années une moyenne de 45 à 50 000 euros par an. Et c'est entre 250 et 300 familles, individus, qui bénéficient d'une aide d'environ 150 à 200 euros en moyenne. C'est quand même pas négligeable. On regrette vraiment que dans ce budget de l'État, la mobilité soit ainsi maltraitée. 11 nouveaux itinéraires seront effectivement déployés sur le territoire Yves-de-Moselle d'ici les 6 prochaines années, s'ajoutant donc aux 140 km cyclables déjà existants. C'est malheureusement un fléau qui se répand partout en France. De plus en plus de chiens sont intoxiqués par des boulettes de viande ou des tablettes de chocolat empoisonné. À Bordeaux d'ailleurs, 3 chiens sont déjà décédés. Alors pour pallier ce phénomène, professionnels et particuliers ont dû trouver des solutions. Regardez ce reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Emma Sicli. Baiko, on y va ? Pour ce jeune border collie de 10 mois, la promenade, c'est minimum 3 fois par jour. Mais depuis quelque temps, elle est devenue plus stricte. De nombreux cas d'empoisonnement ont été recensés dans les 7 jardins et lieux publics de la métropole bordelaise. Alexandre Signy, son pet-sitter, appelle à la vigilance. En gros, les consignes aujourd'hui pour quand on promène son chien, qu'on soit pro ou particulier, c'est évidemment de vraiment surveiller où est-ce qu'il met sa truffe. Alors tous les chiens ne vont pas forcément aller directement sur la boulette ou sur le chocolat ou peu importe. Mais simplement, il faut quand même être très vigilant sur, par exemple ça. Alors là, dans l'occurrence, ça va pas être à manger, mais il faut quand même toujours contrôler où est son chien. Du poison dissimulé dans des boulettes de viande et des tablettes de chocolat déposées sur le sol, c'est suffisant pour effrayer les propriétaires de chiens qui doivent changer leurs habitudes. Ça va me faire réfléchir et je vais faire un petit peu attention parce qu'en effet, je le tiens en laisse, mais par moment, il est en liberté et puis un chien, il a toujours la truffe au ras du sol, donc c'est vrai qu'il peut attraper n'importe quoi. Je faisais déjà très attention, je ne vais plus de toute façon. Je ne vais qu'au jardin public, je ne vais plus dans l'allée réservée aux chiens parce que je trouve que c'est sale et justement on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. Pour faire face à ces malheureux événements de plus en plus répandus, l'heure est à la solidarité. Une carte interactive a été mise en place sur les réseaux sociaux afin de recenser tous les incidents et leur localisation, un bon moyen d'avertir les propriétaires. En l'absence de plainte, aucune enquête n'a encore été ouverte par la police bordelaise. Tout autre chose maintenant, ce sont des chiffres alarmants. En France, 55% des femmes refusent de sortir seules la nuit. Alors même si plusieurs actions ont été mises en place dans les grandes villes, cela ne suffit pas à faire baisser le nombre d'agressions sexuelles et de viols. Élue au Conseil de Paris, Catherine Ibled propose une nouvelle solution pour éradiquer ce problème sociétal. Écoutez-la au micro de notre partenaire 20 Minutes TV. En tant qu'élue au Conseil de Paris, moi j'expliquais que la ville avait quand même les moyens d'agir. Quand une rue est dans l'ombre, dans l'obscurité, elle fait peur. Donc en fait, il faut mettre des systèmes d'éclairage public intelligents, c'est-à-dire que quand vous arrivez, la lumière s'allume. On peut aussi faire appel à des moyens humains, c'est-à-dire renforcer la police municipale. Mais pour cela, il faut que la police municipale ait les moyens d'agir. Tous les ans, le groupe LVMH propose plus de 4500 offres des métiers de l'artisanat. Postuler chez ces grandes marques de luxe représente souvent un frein. Alors le groupe a décidé d'organiser une tournée partout en France pour promouvoir ces métiers. Écoutez Maude Alvarez-Pereire, la directrice des ressources humaines d'LVMH au micro de Christophe Rigaud. On a des maisons de luxe avec des produits exclusifs et que de temps en temps ça peut être un petit peu impressionnant. Mais en fait le groupe LVMH c'est d'abord un groupe qui est dans les régions en France avec nos ateliers, avec nos magasins. Et en fait ce sont des gens et plus de 120 000 collaborateurs dans le groupe, comme vous, comme nous, et des métiers qui sont accessibles à tous avec de bonnes formations et un bon apprentissage. Vous le savez, les feux de forêt ravagent des milliers d'hectares chaque année. Pour lutter contre et pour mieux appréhender ces situations, les sapeurs-pompiers du Gard viennent d'accueillir de nouveaux engins pour renforcer leur flotte. Parmi eux, un camion connecté que nous présente notre partenaire via Occitanie, Laura Dubois.
Voir en direct les points de chaleur lors des incendies grâce à des drones et protéger les soldats du feu, c'est le but de ce nouveau camion connecté. Une toute nouvelle flotte de véhicules vient d'arriver chez les sapeurs-pompiers du Gard, des ambulances ou des camions spécialisés pour les feux de forêt. Mais la nouveauté reste ce camion. Géré par des géomaticiens et des cartographes, il va permettre de l'anticipation, retransmettant par exemple en direct les images des incendies. Il faut imaginer un feu plus important avec beaucoup de fumée comme on a eu par exemple cet été sur les îles Benoît. On ne voit pas, même avec le 3D on ne va pas voir. Le drone va nous donner des informations techniques, c'est-à-dire thermiques. On va pouvoir orienter avec les images les lances au sol pour pouvoir les orienter là où il y en a vraiment besoin. Consommation d'eau minimum. En même temps, ces images vont être exploitées et c'est l'avenir qui va nous aider pour pouvoir arriver à les modéliser en 3D et donc voir les risques pour les sapeurs-pompiers, notamment de la structure qui va se déformer ou qui risque de s'effondrer. Donc ça va nous permettre d'avancer, d'être plus efficace au niveau de la lutte, mais également plus efficace au niveau sécurité. Cette technologie doit encore être paramétrée. L'objectif est que le camion soit opérationnel pour cet été, notamment pour lutter contre les feux de forêt. Chaque année, un peu plus de 10 millions d'euros sont investis dans l'achat de ces véhicules. Toujours sur les feux de forêt, la Corse est une région très touchée chaque année. Les soldats du feu là-bas sont donc équipés et entraînés en conséquence, notamment pour le poste de chef d'agré. Un rôle clé dans la direction des équipages présents lors de ces incendies. Notre partenaire Télépaysé a pu assister à une formation. Écoutez ce pompier. Les objectifs ils sont quand même assez étendus, ils sont multiples, puisqu'il faut qu'on arrive à apprendre à un pompier en 5 jours qui devienne responsable d'un équipage de camions. Donc il faut qu'il puisse analyser une zone d'intervention, savoir où le feu va aller, les risques, les enjeux. Et en même temps, il faut qu'il arrive à prendre en compte qu'il a quand même 3 personnes sous sa responsabilité et que ces 3 personnes-là, c'est lui qui en est responsable. Cette semaine, c'était Jean-Pierre Raffarin qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. L'ancien Premier ministre a répondu aux questions de nos partenaires et il a partagé sa vision stratégique d'un monde en pleine évolution. Écoutons Jean-Pierre Raffarin. Que vous inspirent les mots de Donald Trump à l'égard de Volodymyr Zelensky prononcés hier? Donald Trump a présenté le président ukrainien comme un dictateur qui va perdre son pays et il l'accuse carrément d'avoir déclenché la guerre. C'est de sa faute. À quoi joue Trump? Écoutez, je ne le sais pas trop. C'est assez incompréhensible. En tout cas, c'est extrêmement douloureux. C'est une situation complètement nouvelle de rupture internationale. Je pense que ça repose les questions des alliances. Je pense qu'il y a une redistribution des cartes complète. Je trouve qu'il n'y a aucun manque dans cette affaire de dignité, même pas le respect des morts. Ça n'existait pas, entre guillemets, à votre époque, ce type de relation politique entre leaders de haut niveau, de chefs d'État. Absolument. L'injure était extrêmement rare et c'était quelque chose qui, au fond, était toujours effacé par la diplomatie et les relations diplomatiques. Aujourd'hui, on a ce contact direct, ces expressions directes, verticales, brutales du président américain. Tout ceci est sans respect, c'est-à-dire c'est contraire à nos principes de civilisation. Avec les pays, on peut avoir des désaccords, mais il faut qu'on puisse en parler. Et on se parle avec qui? On se parle avec tout le monde, sauf ceux qui nous ont déclenché la guerre. Boucler les fins de mois est devenu un problème pour beaucoup. La vie est devenue beaucoup trop chère pour bon nombre de Français. Alors pour lutter contre, un restaurateur sartois a eu l'idée de proposer un menu anti-crise pour seulement 8 €. Regardez cette belle initiative, Elisa Cribier pour LNTV Sarthe. Ce mercredi au menu, escalope de dinde à la normande, servie avec un gratin dauphinois ou du riz. Et en dessert, duo de mousse au chocolat blanc et noix de coco. Tout ça pour 8 €, un prix qui soulage le porte-monnaie de ses clients. C'est copieux, c'est bien, et puis il y a la qualité et la quantité. Même pour 8 €, on va signer tous les mercredis. Non mais très bien, franchement, pas déçu de la première fois. À la maison, ça nous reviendrait plus cher que ça. Hein. Des clients qui font parfois une centaine de kilomètres pour venir manger ce menu. Le mercredi, le restaurant sert une 60aine de couverts. C'est 2 fois plus que le reste de la semaine. Là, on est en début de mois. Encore hier, les gens me disaient, bah voilà, j'ai mon argent qui est tombé, j'ai plus d'argent pour finir le mois. Quoi. Donc c'est impressionnant. Hein. Et c'est tous les jours, je veux dire, je la mange à mon temps rien. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. On s'est dit comment nous, à notre niveau, à notre petit niveau, comment on peut intervenir là-dessus pour essayer de quand même donner un plaisir aux gens. Mais quel est le secret pour pouvoir proposer des prix si bas?
C'est soit de la DLC courte, date limite de consommation, soit des grosses promotions qui peuvent arriver. Donc ouais, c'est un jonglage permanent, quoi. Permanent pour qu'on puisse rester sur nos marges et sur le menu A8, quoi, effectivement. Pour pouvoir rester rentable, le menu ne doit pas coûter plus de 3 € au restaurant. Ce repas anti-crise ne devait pas durer, mais il sera proposé au moins jusqu'à la fin de l'année. Amateurs de fromage, vous allez adorer ce reportage. Devenu un emblème de la gastronomie française, le Beaufort est un produit au savoir-faire unique. Originaire de la Savoie, ce fromage fait sa renommée grâce à sa texture ferme et fondante. Alors, à vos papilles, avec ce reportage de notre partenaire 8 Mont-Blanc. Chloé Lehner. Une texture lisse couleur ivoire, un talon concave et une croûte plutôt épurée. Pas de doute, ce sont bien ici les caractéristiques du Beaufort. Mais avant de devenir une meule à pâte pressée cuite, ce prince des gruyères typique de Savoie est passé par un processus de fabrication bien précis, comme ici à la coopérative laitière de Moutier. On se trouve dans l'atelier de fabrication de Beaufort et comme on peut le voir, le lait qui a été collecté ce matin, donc le lait chaud de la traite du matin, plus le lait froid d'hier soir, est mis dans les cuves, chaudron de 6000 litres de lait, dans lesquels on va mettre jusqu'à 5400 litres de lait en ce moment pour faire 12 meules. On remplit, pendant qu'on remplit, ça chauffe. Et quand la cuve est pleine, à ce moment-là, le fromager rajoute la présure. Une fois cette enzyme naturelle ajoutée, place au décaillage pour obtenir des perles de fromage. Puis c'est au tour de la cuisson de faire son job. Le Beaufort appartient à la famille des fromages à pâte pressée cuite. Le pressage, c'est après. La cuisson, c'est dans le chaudron. On va monter de 33 degrés à 54 degrés en 40 minutes. Quand c'est bon, on attend encore un petit peu pour peaufiner les gouttages. Et après, on moule les fromages. Après moulage, les fromages restent en moyenne 20 heures sous presse, puis ils sont refroidis et immergés dans une eau saturée en sel. Ce n'est que 24 heures plus tard qu'ils rejoignent les caves d'affinage, où en moyenne 500 meules sont stockées à minima 5 mois, avec la particularité d'être affinées à la main et dans des caves datant des années 50. Il faut une température contrôlée, entre 6,5 et 9,5, 10 degrés, et avec un taux d'hygrométrie assez élevé, entre 90 et 95%. Au cours de cet affinage, les fromages sont retournés, donc ici à la main, et frottés avec de l'eau salée. Toutes les tâches difficiles de retournement à la main ou de faire tourner la meule sur le bord de la planche, c'est fait par le robot. C'est quand même nous qui décidons de la force de la brosse, la pression qu'on exerce, de la quantité d'eau qu'on injecte, du nombre de tours qu'on fait, et bien sûr qu'il va y avoir un contrôle visuel avant. Un travail moins pénible pour les salariés donc, mais identique dans la technique, avec quelques mois plus tard des Beauforts qui se retrouveront en vitrine. En moyenne, la coopérative fabrique près de 18 000 meules chaque année. Le programme Erasmus est très plébiscité par les jeunes qui souhaitent étudier dans des établissements d'enseignement à travers le monde. C'est le cas notamment pour des étudiants maltais et espagnols qui ont atterri à Fort-de-France en Martinique. Une première pour les locaux qui souhaitent pérenniser ces échanges à l'avenir. Regardez ce reportage de notre partenaire sur place via ATV. Ce sont les premiers pas de Patricia dans les rues de Fort-de-France. L'architecture de la bibliothèque Schellcher émerveille l'étudiante madrilène en tourisme. En Espagne, c'est très différent. Je n'ai jamais vu une architecture pareille. Je pense que c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. C'est très impressionnant et magnifique. À quelques monuments de là, Dominique, cet étudiant au tourisme maltais, n'en est pas à sa première fois dans l'arc antillais. Après la Jamaïque, il a hâte de découvrir tous les joyaux de la Martinique. J'ai vraiment hâte de découvrir la Martinique. Je suis très intéressé par la nature. J'espère pouvoir visiter la montagne Pelée et faire des activités aquatiques. Le but de cet échange est aussi de développer la communication entre ces étudiants européens. Ce sont des natifs et nous on apprend l'anglais et l'espagnol, donc c'est l'occasion de pratiquer. Et pour eux aussi, puisqu'ils apprennent le français,
Et donc, c'est vraiment l'occasion vraiment d'échanger. Il est important pour nous, Caribéens, habitant sur une île, de pouvoir rencontrer d'autres cultures en dehors de la Caraïbe. Nous faisons également cette ouverture avec la Caraïbe, mais nous saisissons l'opportunité d'ouvrir notre lycée à l'Europe et aux pays membres de l'Union européenne. En avril prochain, ce sera au tour des 17 étudiants martiniquais de première année en BTS Tourisme de découvrir l'île de Malte. Une opportunité professionnelle puisqu'ils pourront aussi demander à réaliser leurs 8 semaines de stage dans cet état insulaire situé au centre de la Méditerranée. Ancien informaticien, il a tout quitté pour monter son entreprise qui fabrique des skis en bois. Basé dans les Pyrénées, Jacques Fauvel a un but, créer des objets uniques en mélangeant savoir-faire et éco-conception. Au micro de notre partenaire La Dépêche du Midi, il nous explique la fabrication de ces skis en bois. C'est un ski en bois, donc quand on dit un ski en bois, c'est l'intérieur est en bois, les côtés sont en bois et le plaquage est en bois. Aujourd'hui, un des problèmes de l'industrie du ski, c'est aussi la surproduction. Donc nous, ici, on ne fabrique que ce que l'on vend. C'est aussi une manière de préserver l'environnement sur une production qui sera néfaste pour l'environnement. L'idée, c'est de fabriquer un ski qui est durable dans le temps. C'est un ski que vous allez garder plusieurs dizaines d'années, en fait. C'est un ski increvable. Le fait qu'on travaille différentes essences de bois fait que le ski est plus léger. Donc on est presque 2 fois plus léger qu'un ski industriel. Voilà, au revoir, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir.